Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo et celle-ci est assez spéciale. J'ai décidé de lancer mon challenge livresque qui tourne autour du féminisme. Donc là ça sera le Féminisme Book Challenge que je lance du 27 février au 2 avril 2023 et c'est pour englober tout simplement le mois de mars avec la date du 8 mars où on va manifester pour le droit des femmes. Alors je sais qu'il y a certains challenges livresques qui existent déjà. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est ma chienne. Notamment le Femi Books qui avait été créé par Ninon de la chaîne Opaline. Sur Instagram, il y a Leila Malizan qui fait aussi un challenge sur le féminisme dans les différentes époques. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, à aller voir leur challenge. Mais moi, j'avais envie d'englober tout ce que j'avais envie de lire sur un mois. Le but étant que les années suivantes, les sous-menus se modifient selon les envies. C'est un challenge que vous pouvez valider en faisant un seul sous-menu ou en lisant tous les sous-menus. Il n'y a pas d'exigence, peu importe. Même si vous lisez qu'un seul livre, c'est super. Vous pouvez l'adapter, ne lire que des essais, que du graphique, que des romans, il n'y a pas de souci. Vous pouvez jouer qu'avec un seul mot-clé dans les sous-menus ou ne prendre qu'une branche du féminisme, il n'y a aucun souci. Donc je vais vous présenter, il y a 3 menus. Par menu, il y a 3 à 4 sous-menus et je vais vous présenter surtout des titres de livres, d'essais qui pourraient rentrer dans votre palle. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais pour l'occasion, j'ai sorti le t-shirt Anti-Sexisme Academy qui avait été créé par la marque Meuf avec Angèle. Le menu 1, c'est la genèse féministe. Le premier sous-menu, c'est l'histoire du féminisme. Donc, qu'est-ce que j'entends par histoire du féminisme? Les mots-clés, c'est vague féministe, classique, événement féministe, par exemple les suffragettes. Ça peut être un roman historique féministe. Ça peut aussi être l'histoire d'une femme. Là, vous pouvez englober vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment les débuts, vraiment cette genèse, ce qui a fondé le féminisme. Je vais vous présenter certains livres que moi j'ai mis dans ma palle. Vous pouvez aller totalement sur autre chose. Mais d'abord, moi, je me suis pris Virginia Woolf, Une chambre à soi. Je pense qu'il n'y a plus à le présenter. C'est un gros classique, mais que je n'ai encore jamais lu, mais qui est dans ma palle depuis un moment. Ensuite, on part sur un autre gros classique, c'est Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Je trouve que cette couverture folio est incroyable. Et enfin, dans un tout autre genre, parce que c'est pas un classique, mais c'est l'histoire de certaines femmes, c'est Les accoucheuses. C'est le tome 1, La fierté. Donc là, ça se passe en 1845 à Montréal. On suit une jeune femme qui est accoucheuse, qui a envie que le droit des femmes évolue, qu'on reconnaisse ce qu'elle fait. Elle est sage-femme. Je pense que c'est une super histoire. J'ai hâte de lire. Je l'avais trouvée en boîte à livres. Le deuxième sous-menu de la genèse du féminisme, c'est s'éduquer au féminisme. Avec le S entre parenthèses, soit on s'éduque, soit on éduque. On a les notions féministes, les essais, les livres pour enfants, enfin le droit des femmes. D'abord, un essai sur lequel moi, personnellement, j'ai envie de m'éduquer, c'est Le coup de la virilité de Lucille Pétavin. C'est un livre qui parle du coup qu'ont les hommes sur la société par rapport aux femmes. Que c'est eux qui sont, par exemple, dans la 4e de couverture, il y a écrit représentent 84% des auteurs d'accidents de la route mortels ou 92% des élèves sanctionnés pour des actes relevant d'atteinte aux biens aux personnes au collège sont des hommes. 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes. Voilà, c'est certes, c'est quelques chiffres et c'est tout un essai sur le coût de la virilité. Je trouve que c'est hyper intéressant. Alors, j'avais trouvé une épreuve non corrigée de ce livre en boîte à livres. Depuis, il est sorti et c'est Le cœur battant de nos mères de Brit Bennett. Voilà. Donc, maintenant, la couverture est colorée, etc. Mais c'est l'histoire, en fait, d'une lignée de femmes, d'une famille noire américaine. Et on suit Nadia, 17 ans, qui décide d'avorter. Et c'est une décision qui est très difficile dans sa
communauté noire à prendre. On va la suivre, elle qui va partir étudier, qui va découvrir l'élite, le racisme qu'elle va subir, mais ce racisme un peu latent. On va suivre à côté son ancien amant, sa meilleure amie, on va voilà, avoir des trajectoires de femmes et ça me donnait très très envie. Voilà. Ensuite, là, on parle d'éducation pour enfants. C'est 30 discussions pour une éducation antisexiste de Phila Intika. J'espère que je dis bien, et Elisa Rigoulet. Voilà. C'est vraiment sous forme de discussion. C'est assez... J'avais commencé à le lire. Ça se lit très très vite. C'est comment détourner certains sujets. Par exemple, le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons. Non, qui permettent en fait d'éduquer et de revoir. C'est avec les enfants, mais c'est parfois avec la famille, hein, tout simplement. Et ensuite, un livre que là j'ai déjà lu et qui permet d'éduquer les jeunes filles surtout, c'est Tu n'es pas obligé d'Ovidie et Digli. Elle parle de plusieurs sujets, l'épilation, le rapport au corps, la sexualité, le maquillage, tout ce qui peut tourner dans notre tête en fait quand on est adolescente. On ne sait pas trop où est-ce qu'on doit se positionner, etc. Je trouve que c'est super bien. Ensuite, le sous-menu 3, c'est libérer la parole. Là, on va parler de témoignages, de violences conjugales, intrafamiliales, de biographie, d'autobiographie. Ça peut même être dans du contemporain. Attention, certains livres que je vais présenter ont des gros trigger warning. Présenter un que j'ai pas encore entre les mains, c'est Je suis une sur deux de Julia Foyce, je sais pas comment on dit son nom. Alors là, gros trigger warning hein, sur le viol. C'est un témoignage et j'ai fortement envie de le lire. Ensuite, j'ai Le consentement de Vanessa Springora. Là, on va parler d'inceste. Et ensuite, ça c'est une autobiographie, c'est Annie Ernaux, La place. Et là, elle va parler de sa vie de jeune fille, sa place au sein de la famille par rapport à son père. C'est la même collection folio que celle de Simone de Beauvoir. Voilà, il est tout petit. On va passer au menu 2. Et le menu 2, j'ai décidé de faire sur les luttes féministes. Parce que les luttes, elles sont plurielles. J'avais envie d'en mettre 2 à l'honneur et un troisième sous-menu où j'ai souhaité rassembler certaines luttes. Peut-être que dans les années qui suivent, les 2 premières rentreront dans la troisième et je remettrai 2 nouvelles luttes en, disons, plus à l'honneur que d'autres. Mais il faut savoir que si vous avez envie, et je le répète, de faire tout le challenge sur une de ces luttes, notamment par exemple le sous-menu 1 que je vais vous présenter, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je vous ai présenté certains livres qui peuvent rentrer dans plein de sous-catégories. Donc le sous-menu 1, c'est le Black Feminism, donc le féminisme noir. Là, j'avais envie de me concentrer sur ces autrices noires qui parlent du fait d'être une femme noire. C'est une barrière supplémentaire pour les femmes. Parfois, elles ont été méconnues par les femmes blanches. Le premier, c'est Bad Feminism de Roxane Gay, qui parle de sa vie, de sa place, qui prône un féminisme décomplexé, mais qui pour autant explore la politique contemporaine, la culture pop, le racisme, bien sûr, son histoire personnelle, enfin tout ça s'entremêle et je trouvais que c'était un peu obligatoire de lire certains grands noms comme elle, mais aussi Maya Angelou, Tant que je serai noire. C'est une grande figure du féminisme et de la cause des Noirs en Amérique. Elle va raconter sa vie à partir de 1957, quand elle va s'installer à Harlem, elle va rencontrer de très grands noms. Elle va aussi lutter pour le droit des Noirs en Afrique du Sud. Elle va donc partir vivre en Afrique. Et là-bas, elle devient journaliste. Voilà. Elle a fait plusieurs livres qui ont été traduits. Celui-là, je l'avais trouvé dans la vente de la bibliothèque de Bordeaux qu'il mettait en vente. Je crois que c'était genre 1 euro certains livres, donc obligée de prendre ce livre. Et ensuite, il y en a un autre que je me suis noté mais que je n'ai pas encore en ma possession. C'est Afro-communautaire, appartenir à nous-mêmes de
Alors, j'ai noté son nom, c'est Fania Noël Thomasin. Le prisme qui change en fait dans Afro-communautaire, appartenir à nous-mêmes, c'est que c'est une autrice française. Elle va parler de la condition des Noirs en France, le problème qu'a notre pays avec le mot race, tout ce que ça implique, l'idée de la communauté qui est très connotée en France. Voilà, elle va partir sur tous ces sujets, je trouvais que c'était hyper intéressant. Le deuxième sous-menu, c'est une branche du féminisme qu'on n'entend pas trop parler, et c'est l'écoféminisme. Ils en fait qu'un seul en physique parce que je l'ai déjà lu. Les autres, je vais me les acheter. Le premier, du coup, c'est une petite BD d'Emma, Un autre regard, le climat. Emma, elle a fait sur la charge mentale, hein, notamment elle est connue pour la charge mentale. Là, c'est sur le climat, toujours avec un point de féminisme, etc. Lui, il m'a énormément éclairé ce livre, je vous le conseille, il est tout petit, c'est une mine d'informations. Après la BD d'Emma, je vais vous parler d'une autrice qui est très importante dans l'écoféminisme, c'est Françoise de Beaune, qui a écrit pas mal d'essais, qui a introduit l'écoféminisme en France. J'ai choisi 2 de ses livres. D'abord, Écologie et féminisme, évolution ou mutation. Et le second, c'est Le féminisme ou la mort. Dans ses essais, elle va aborder en fait l'exploitation du corps de l'homme et l'exploitation de la femme par l'homme. Le fait que sont extrinsèquement liés la lutte féministe et la protection de la terre. Donc elle remet en question notre système capitaliste qui fait chuter en fait nos sociétés, qui met à rude épreuve notre terre, l'écologie. Le fait que tout est lié, l'écologie, la subordination des femmes, etc. C'est une femme incroyable qui a écrit ses essais dans les années 70 et qu'il faut absolument lire sur le sujet. J'ai très envie d'en lire plus sur elle. Ensuite, j'ajoute le livre L'Amazone verte, qui est de Elisa Thiebaud. Et là, ça parle de la vie de Françoise de Beaune. Elle a intégré chez nous les concepts d'écoféminisme, de féminicide, je pense que ça parle à beaucoup d'entre nous maintenant, qui a permis en fait d'éveiller les consciences en France de la nécessité de prendre aussi en compte notre environnement dans la lutte féministe, et elle va retracer toutes les actions qu'elle a menées. Et enfin, un dernier livre, c'est Écoféministe de Marie-Agnès et Vandana Shiva. Là, on va parler de 2 autrices qui viennent l'une du Nord, l'une du Sud, qui vont confronter leurs idées sur l'écoféminisme. Il pourrait exister un nouveau modèle d'internationalisme pour faire vivre l'ensemble de la Terre de manière plus responsable, entre guillemets. Et c'est toujours dans cette idée que le capitalisme, en fait, est un modèle qui est voué à s'effondrer. Et le capitalisme, c'est le summum en fait du patriarcat, de la soumission des femmes en fait à un système, à l'homme, etc. Le troisième sous-menu, je l'ai appelé Stop Vogue, pour stop aux violences obstétricales et gynécologiques. Et j'ai fait partie pendant un moment d'un collectif du même nom, et j'avais envie de mettre en avant le fait que ce n'est pas normal certaines violences qui sont banalisées dans les services gynéco, à l'hôpital, dans les cabinets privés, le syndrome qu'on appelle méditerranéen, c'est-à-dire qu'une femme qui est racisée, si elle se plaint qu'elle a mal, en fait, elle n'a pas vraiment mal. Une violence obstétricale et gynécologique au fait qu'on n'écoute pas la douleur des femmes. Là, mot-clé aussi que j'ai rajouté, c'est endométriose. Je suis touchée par cette maladie, qu'il a fallu 7 ans pour que je sois diagnostiquée, qu'on veuille bien me croire. Je vais aussi parler des violences lors de l'accouchement, le fait qu'on n'écoute pas le désir des femmes, que la position actuelle qui est utilisée quand on pense à un accouchement, on voit la position, elle n'est pas du tout physiologique, elle est là uniquement parce que c'est plus pratique pour les praticiens, mais en aucun cas pour la femme. J'avais envie de mettre à l'honneur cette part de la lutte qu'il faut prendre en compte. D'être féministe, c'est pas contradictoire avec le fait d'être mère. Les deux doivent être réunis. Donc ça va être une des seules catégories, il va y avoir des livres qui sont écrits par un homme, mais c'est une référence. Je vous recommande fortement ces livres. Il écoute les femmes en fait, tout simplement. D'abord, Le cœur des femmes de Martin Winkler, bien sûr. On parle de violence
gynécologique. Il va montrer comment sont formés en fait les futurs gynécos pour soigner les femmes et c'est absurde et pourtant c'est la réalité. Son deuxième livre, on en a fait beaucoup mais c'est les deux que je vais vous présenter, c'est Les Brutes en blanc. Là il va décrire les rouages vraiment des discriminations, des violences médicales que les médecins font subir aux femmes et d'où ça vient, d'où viennent ces violences, pourquoi les médecins se comportent ainsi. Ensuite je vais vous présenter le livre de Mélanie Deschalottes, c'est le livre noir de la gynécologie qui s'inscrit aussi dans le fait de porter la parole, de libérer la parole sur oui, il y a des discriminations, oui, il y a des violences dans le monde médical envers les femmes et le fait que les femmes doivent se réapproprier ces moments, ne pas se dire que c'est normal d'être infantilisé par un médecin et que des fois ce que l'on ressent, il faut creuser et il faut se croire tout simplement. J'en ajoute un autre que je n'ai pas en ma possession mais qui est une référence aussi, c'est Accouchement, les femmes méritent mieux. C'est de Marie-Hélène Lahaye qui tient un blog sur justement les violences obstétricales et gynécologiques. Elle parle de l'accouchement, de ce qui pourrait être fait, ce qui est fait à certains endroits pour les femmes, pour mieux les écouter, pour mieux les accompagner, que les accouchements se passent au mieux. Voilà, je vous recommande son livre. Je me le procurerai, c'est sûr, parce que je n'ai pas lu son livre, mais j'ai lu certains de ses billets, j'ai vu certaines de ses interviews et c'est une mine d'informations. Et enfin, le quatrième sous-menu, c'est la convergence des luttes. Donc là, en mots-clés, j'ai pris plusieurs types de luttes qui peuvent et sont rattachées au féminisme, la grossophobie, bien sûr le handicap, les LGBTQIA+, j'espère que je n'oublie aucune lettre, les luttes sociales en règle générale. J'en ai un seul dans ma palle physique, c'est Le génie lesbien d'Alice Coffin. Il a fait énormément parler de lui au moment de sa sortie. Et là, elle va s'attaquer à pourquoi le neutre est toujours masculin. Pourquoi? Elle a aussi parlé de la nécessité et l'importance que la PMA elle soit pour toutes. Elle va parler du système médiatique, des répercussions de MeToo. Pareil, hein, il est tout petit mais intense. Ensuite, j'en ai sélectionné d'autres. J'ai choisi aussi un roman. C'est Ce sera moi de Lila Lee. Là, on va parler d'une jeune femme qui est en dehors des normes coréennes parce qu'on est dans l'univers de la K-pop et qui va faire l'objet de grossophobie mais qui a décidé qu'elle allait se battre et qu'elle aussi allait devenir chanteuse de K-pop. Ensuite, j'ai choisi un témoignage, une biographie, c'est À cloche-pied de Raki et Didi Bilam M. Pogno. Et là, on va parler d'une sportive qui va se retrouver amputée et sa reconstruction. Et ensuite, le dernier livre que j'ai envie de présenter, c'est Croyante et féministe de Asma Lamrabe. Et là, elle va faire le lien dans un essai entre le fait d'être croyante et le fait d'être féministe. Et je trouve que c'est un essai qui, je pense, est hyper intéressant sur le fait qu'on puisse être croyant et féministe. La place souvent de la femme dans les religions, est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de creuser le sujet, de pas rester sur des préjugés, des contradictions. Non, j'ai envie de m'éclairer sur le sujet, même si personnellement, je ne suis pas croyante. Et enfin, je vous présente le troisième et dernier menu, c'est les représentations féministes. Et là, j'avais envie d'englober dans quel type de littérature on retrouve du féminisme. Est-ce qu'on le retrouve partout? Oui, non, est-ce qu'il faut creuser? Est-ce qu'il faut un peu chercher? Voilà, tout simplement. Et le premier sous-menu, c'est féminisme fantastique. Dedans, en mots-clés, j'ai mis sorcière, fantaisie bien sûr, femme forte, quête identitaire. Ça peut être quête toute seule ou identité, identitaire. Alors, vous pouvez jouer qu'avec un seul mot, par exemple sorcière, mais vous pouvez essayer d'englober le tout. Peu importe, vous pouvez juste choisir un roman où il y a une femme forte, une héroïne que justement représente les femmes de manière forte, qui sont pas obligées d'être soumises à l'autorité d'un homme ou alors toujours au second rôle. Non, on essaye de trouver vraiment des femmes fortes. Et pour ça, j'ai choisi plusieurs livres, certains que j'ai déjà lus, d'autres non, mais celui-ci, je l'ai lu, c'est Steam Sailor, c'est le tome 1, l'héliotrope. Là, on suit une jeune femme qui va se faire kidnapper par les pirates du ciel, et on se dit, bon, ben voilà, la pauvre jeune fille qui est
qui est prisonnière, mais en fait elle va se libérer. C'est elle qui est forte, ils vont avoir besoin d'elle en fait. Elle a plein de ressources que elle-même n'imaginait pas. Et au tout début de l'histoire, avant qu'elle soit kidnappée, en fait elle aidait les femmes, les personnes de son village. Elle était un peu vue comme une sorcière pourtant, parce qu'elle était à l'entrée de la forêt. On disait pas qu'on allait la voir, mais finalement tout le monde allait la voir pour se faire soigner. Je trouve que c'est une très bonne histoire de style fantasy, steampunk. On parle de quête aussi, bien sûr, parce que dans ce livre-là, en fait, elle va se retrouver à faire partie de l'équipage, à plus être seulement prisonnière, mais à faire partie de l'équipage. Et eux, ils recherchent les alchimistes qui ont disparu il y a fort longtemps, qui étaient à l'origine de technologies, un peu de magie, etc. Et depuis qu'ils ont disparu, le monde il est coupé en deux. Il y a le bas monde, il n'y a pas de technologie, rien, et il y a le haut monde, ceux qui vivent en fait sur ces terres suspendues. Il n'y a pas d'histoire d'amour dans ce tome 1, parce que souvent c'est lié, mais non. Il y en a un autre sur lequel je vais passer très vite, c'est La Passe Miroir de Christelle Davos, où là on suit une femme forte qui est hors des clichés, etc. et qui va mener sa barque le mieux possible alors qu'elle était soumise à une société clairement patriarcale. On l'oblige à se marier alors qu'elle n'avait pas envie de se marier avec un homme. C'est ma série de livres préférée, vraiment. J'ai choisi Serpent and Dove, c'est le tome 2, c'est Blood and Honey. Au début j'avais lu le tome 1, je n'attendais rien. Et finalement, on suit Lou, qui est une sorcière qui souhaite se cacher parce qu'en fait, les sorcières sont chassées. Et on va se rendre compte que Lou, c'est pas une petite sorcière ordinaire. Elle essaye de survivre du mieux qu'elle peut. Et finalement, elle va se faire attraper par un chasseur, en fait, qui chasse les sorcières. Et elle va essayer de s'en sortir tant qu'elle peut, de façon à le mettre en porte-à-faux. Et il va être obligé de l'épouser. Et en fait, c'est un mauvais accord pour les deux, mais finalement, ils vont pas trop mal s'en sortir. Et Lou, c'est une femme incroyable, forte. On n'en fait pas ce qu'on veut, clairement. Et c'était une très bonne découverte. Ensuite, là, je joue juste avec un mot, c'est sorcière. Et on part sur un essai, c'est de Mona Chollet. Je pense qu'il n'a plus besoin d'être présentée, où elle part sur ce mythe de la femme sorcière, comment les sorcières ont été à un certain moment de l'histoire traquées, la puissance invaincue des femmes. Je trouve que le sous-titre est incroyable, parce que oui, en tant que femme, on a une puissance que certaines insoupçonnent et que des fois on oublie et qu'il ne faut pas oublier. Et ça, cet essai, il me donne vraiment très envie. En ce moment, en plus, je lis Beauté Fatale. Et enfin, dans cette catégorie, j'ai pris Witch Please. Et là, on parle d'un grimoire. Il est écrit par Jack Parker et Digley. Et Jack, c'est une femme. Une autrice de 32 ans. Il ne faut pas se fier, en fait, au prénom. Voilà, là on les a toutes les deux représentées, c'est Digley qui les a illustrées, chacune d'entre elles. Je trouve que c'est un très bel objet que j'ai depuis un moment dans ma palle et que je n'avais toujours pas ouvert, et c'est le moment. Ensuite, le deuxième sous-menu, c'est Utopie et dystopie féministe. Alors, comment parler de cette sous-catégorie, ce sous-menu, sans vous parler de La Servante écarlate, bien sûr, que j'ai dans une très jolie édition de Margaret Atwood. Je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter cette dystopie où certaines femmes sont utilisées pour donner naissance aux enfants de l'élite, où en fait, en plus, on parle d'une Amérique qui en 30 ans a basculé. C'est pas quelque chose de très lointain, c'est quelque chose qui, en un claquement de doigts, s'est modifié. Je trouve que c'est une histoire incroyable. Soit vous le lisez en livre, soit vous pouvez regarder la série, bien sûr. Ensuite, là, on va parler, je ne sais pas trop, je ne sais pas si j'ai envie de parler d'utopie ou de dystopie. Selon le résumé, je ne sais pas trop, on verra. C'est Juvenia de Nathalie Azoulay. Il y a une nouvelle république qui a émergé dans l'ombre de la France et dont la règle, c'est que les hommes n'ont pas le droit de s'unir avec des femmes qui ont plus de 20 ans de moins qu'eux. Et là, se posent les questions de est-ce que le sexisme a disparu? Est-ce qu'il va du coup y avoir quand même une nouvelle guerre qui va se créer entre les sexes? Est-ce qu'on va arrêter de faire de l'agisme, c'est-à-dire de discriminer les femmes, les personnes parce qu'elles sont âgées? On va suivre 6 personnages apparemment. C'est très court.
À voir, j'en ai pas énormément entendu parler. Et enfin, je vous présente Vox de Christina Dahlscher. Dans cette dystopie féministe, les femmes ont un nombre de mots limité, malheureusement. C'est-à-dire que dans leur vie, elles ont un quota de mots et elles ne peuvent pas le dépasser. Donc chaque mot a son importance. Là, on va suivre Jane avec sa fille, qui est une ex-docteur en neurosciences. On va lui proposer d'aider le président et en fait sa récompense, si elle réussit, c'est d'être affranchie de ce quota de mots. Mais finalement, ce qu'elle va découvrir, ça n'a pas de mots apparemment, donc à voir. Et enfin, je parle d'une sous-catégorie qui moi me plaît énormément, je pense que vous voyez le voir derrière moi, mais pourtant on parlera pas de manga, mais on va parler uniquement de graphique, c'est le féminisme graphique. Vous allez retrouver encore des autrices qu'on a vues précédemment. Déjà, ne serait-ce que dans la première BD, c'est Baiser après MeToo, Lettre à nos amants foireux, c'est de Ovidie et Digli. Encore. Et là, Ovidie va choisir une forme épistolaire pour s'adresser en fait aux hommes et aux situations anormales qui se produisent. Et donc, elle va partir du point de départ de MeToo, savoir comment reconstruire au mieux en fait une relation de confiance entre l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Ensuite, je vais vous parler d'un livre que je vous ai déjà parlé, mais là ce coup-ci, il est en BD. C'est Le cœur des femmes de Martin Winkler. Il a été illustré il n'y a pas si longtemps. Et ce coup-ci en images. Donc je trouve que c'est un très bel objet. C'est de très belles illustrations sur le livre de Martin Winkler. Ce qui se passe réellement, j'ai essayé de prendre des planches qui sont pas trop dénudées. Si vous voulez pas le lire en livre mais que vous avez envie de le voir en graphique, n'hésitez pas. Ensuite, je vais vous parler de La naissance en BD, c'est de Lucie Gomez. Découvrez vos super pouvoirs, et là on va parler de maternité d'un point de vue féministe. J'aurais pu le mettre dans S'éduquer au féminisme et j'ai décidé de le mettre dans les graphiques. C'est pour ça que je vous disais que toutes les sous-catégories peuvent se faire sous différents formats. Je crois qu'il y a 3 tomes maintenant. C'est aussi une belle manière de découvrir la maternité. Je sais pas, je vous montre certaines planches, ce que ça peut donner. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet. Et enfin, je vous parle d'un livre pour enfants que je n'ai pas en ma possession, qui aurait pu rentrer dans Black Feminism, mais que je mets, ou alors même dans S'éduquer au féminisme, mais j'ai envie de le mettre ici. C'est Comme un million de papillons noirs. C'est de Laura Snafou et Barbara Brun, et ça parle d'une petite fille qui a les cheveux crépus, et le fait d'aimer ses cheveux crépus, quelque chose qui est très difficile en fait pour les jeunes filles qui parfois ont envie d'avoir absolument les cheveux lisses. Là, c'est vraiment s'aimer au naturel, et c'est un très très beau livre pour enfants. Donc voilà, j'ai fait le tour de toutes les sous-menus. J'espère que j'étais assez claire, que je me suis pas trop répétée. La lumière a un peu changé parce que du coup, plus ça va, plus la lumière vient vers moi. J'espère que vous participerez. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, les pages envolées. Je vais ouvrir à la fois un groupe Facebook pour qu'on puisse discuter, et aussi une discussion Instagram pour ceux et celles qui sont sur Insta. Je vais mettre en place aussi des petites stories que vous pourrez remplir avec votre PAL, etc. Où est-ce que vous en êtes de la lecture du challenge. Et n'hésitez pas à utiliser le hashtag FBC. Tout simplement, je vous repartagerai. J'ai envie de faire découvrir des lectures féministes, mais j'ai aussi envie que vous me fassiez découvrir des livres féministes, peut-être que je ne connais pas encore. N'hésitez pas, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à tout bientôt.